Mardi 5 mai, bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'information. Voyons ensemble les titres. Économie et environnement. La filière bois se structure. Objectif, mieux valoriser les ressources locales, réduire la dépendance aux importations, créer de l'emploi et accompagner le reboisement. L'AIS de la justice à la prévention. 6 personnes ont été condamnées aujourd'hui pour trafic de stupéfiants, 6 ans après les faits. Dans le même temps, à l'Assemblée nationale, la députée Myriana Red-Arbelo interpelle l'État sur les moyens promis pour lutter contre la méthamphétamine sur notre territoire. Les 80 ans du retour des Tamaris volontaires, point d'orgue des commémorations aujourd'hui à Papeete. Entre arrivée des VAA, transmission du fanion du bataillon du Pacifique, défilé et hommage au parc Paofei, on honore aujourd'hui la mémoire de ces 300 soldats engagés pour la France libre. Nous retrouverons au cœur des commémorations nos journalistes Mike Liral et Tauhiti Taunua Moussan. Se loger, construire, se meubler en Polynésie, le bois est partout dans notre quotidien. Mais une grande partie de cette matière première reste importée avec des coûts de transport et d'énergie qui pèsent lourd. Alors, peut-on mieux valoriser les ressources locales, créer des emplois tout en replantant durablement nos forêts? C'est tout l'enjeu du nouveau cluster bois officialisé ce mardi à la CCISM. Il réunit forestiers, scieries, artisans, ébénistes et distributeurs autour d'une même ambition, structurer une filière locale, durable et créatrice de valeur. Un enjeu très concret du chantier jusqu'au reboisement. C'est ce que nous montre Esther Cuneo et Mérité Atto. Découper, charger, scier, affûter. Des forêts au bâti, la transformation du bois est gourmande en carburant. À Papara, la seule scierie de Tahiti consomme environ 400 litres par semaine, soit 10 à 15% du prix final du bois. Le cluster va prioriser des demandes, mais il y a une demande qui traîne depuis très longtemps, c'est la détaxation du pétrole, du gasoil, car on a des engins qui sont forts consommateurs en énergie fossile, en gasoil. Et donc pour faire l'abattage du bois, c'est un coût important de l'exploitation et donc du prix du bois au final. La crise au Moyen-Orient est donc vue d'un très mauvais œil par ce secteur, qui n'est pas couvert par le Fonds de régulation des hydrocarbures. Une raison de plus pour les acteurs de la filière de produire localement. Aujourd'hui, on est sur des coûts de bois à l'export qui sont en train de monter de 60%. Le bois qui est exporté des États-Unis ou de Nouvelle-Zélande est en train de remonter sur des taux comme pendant le Covid par exemple. Ça nous coûterait moins cher de consommer notre propre bois, quoi. Ça coûte déjà moins cher pour une meilleure qualité. Et en plus, c'est de l'argent qui ruisselle sur toute la population. De notre côté, nous, c'est déjà un minimum 60 emplois. C'est de l'argent qui ruisselle sur toute la filière, sur tous les emplois, sur toutes les familles. De l'emploi local, y compris dans les îles, qui compte aujourd'hui une centaine de recrutements. Un argument de taille pour le cluster qui cherche davantage de leviers fiscaux. Sur notamment l'ensemble des intrants que nous faisons venir, nous payons des droits et taxes sur ces produits, les lames, les produits de traitement, les pièces détachées, on paye beaucoup de droits et taxes dessus. Tout le carburant que nous utilisons pour produire l'électricité, pour faire fonctionner nos machines, dans les îles notamment, tous les engins forestiers que nous avons besoin, nos camions de livraison, tout ça, on consomme quand même beaucoup de carburant et aujourd'hui on paye le prix TTC comme grand public. Mais au-delà du carburant, les acteurs de la filière s'inquiètent de l'absence de politique de reboisement. Malgré les quelques 5200 hectares plantés dans les années 70, de nombreuses parcelles sont de mauvaise qualité. D'autres, de plus de 50 ans, commencent à dépérir. Il faut 25 ans, 30 ans pour replanter les essences. Mais une fois qu'on a géré cette phase-là, on va sortir des qualités de bois de mieux en mieux parce que les premières plantations qui ont été installées n'ont jamais été vraiment entretenues. Donc on a des pièces de bois qui ne sont pas de si belle qualité, mais une fois qu'on aura lancé un processus de reboisement avec une vision à long terme, on va pouvoir générer de la belle valeur. Enfin, le cluster rappelle l'importance de créer des débouchés et de construire en bois local, une ressource qui permet de séquestrer du carbone dans le bâtiment et de cocher toutes les cases du développement durable.
Et alors que certains acteurs s'unissent pour le développement du territoire, d'autres organisations noircissent le tableau. 5 hommes et une femme ont été jugés aujourd'hui pour trafic de stupéfiants. Petite particularité, leur procès intervient 6 ans après les faits. Ils ont écopé de peines allant de 18 mois d'emprisonnement avec sursis jusqu'à 4 ans de prison ferme et d'une amende de 195 millions de francs. Les faits remontent à août 2020, en pleine crise Covid, et suite à la réouverture des frontières, 3 des 6 prévenus ont projeté un voyage aux États-Unis pour ramener de l'ice. À cette époque, le gramme d'ice pouvait être revendu jusqu'à 450 000 francs. Ce matin, face au juge, les prévenus ne se rappelaient plus des détails de l'opération. C'est que dans ce dossier-là, ils ont été interrogés en 2020, en garde à vue en 2020. Et le fait d'être jugé 6 ans après, ça explique aussi parfois peut-être les oublis de ce qu'ils ont pu dire il y a 6 ans, parce qu'on ne se souvient pas de tous les détails de ce qu'on a pu dire il y a 6 ans, tout simplement. La procureure de la République a requis des peines de 2 ans à 7 ans de prison avec mandat de dépôt. Les douanes ont demandé une amende de 195 millions de francs que les 6 prévenus devront payer solidairement. Les avocats de la défense ont demandé au juge de tenir compte du profil des prévenus au moment des faits. Au moment de la commission des faits, la plupart des prévenus avaient un casier vierge et donc le tribunal va devoir juger ces personnes 6 ans après alors qu'on sait qu'ils ont recommis d'autres choses, mais tout en se replaçant en 2020 à l'époque où ils n'avaient absolument rien commis encore, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un exercice qui est quand même assez difficile de devoir sanctionner quelqu'un tout en faisant abstraction de ce qui s'est passé l'année d'avant, parce qu'en fait on le sanctionne pour quelque chose qui s'est passé il y a longtemps quelque part. Les 6 prévenus ont été condamnés à des peines de 18 mois avec sursis à 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt et la Cour confirme donc une amende de 195 millions de francs. Le fléau de l'ice résonne jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Hier, la députée Myriana Reda Arbelo a interpellé le gouvernement central sur ses engagements dans la lutte contre la méthamphétamine. En début d'année, 240 millions de francs de crédit avaient été votés, mais ces moyens n'ont toujours pas été versés. Une attente forte pour les acteurs de terrain au Fénois, Vaimitier Matayore. 3 mois après l'adoption du budget de l'État, la députée Myriana Arbelo a interpellé le gouvernement lors des questions orales. Son objectif, obtenir des réponses sur les 240 millions de francs destinés notamment à la lutte contre l'ice en Polynésie. Donc ce budget a été voté en janvier-février de cette année et au mois de mai, on n'a toujours pas de nouvelles. On ne sait pas où sont ces crédits. Et les ministères me renvoyaient les comptes publics vers le ministre des Outre-mer et puis inversement, bon voilà, au bout d'un moment, il a fallu que je traite ça en question au gouvernement pour avoir des réponses. Ce qui m'inquiétait beaucoup, c'est que personne ne me donnait de réponse. Ils ne savaient pas où était passé cet argent. La question posée dans l'hémicycle a poussé la ministre des Outre-mer à clarifier la position de l'État. Je ne tournerai pas autour de peau, je vous confirmer l'engagement de l'État qui sera tenu, cette enveloppe de 2 millions d'euros supplémentaires pour lutter contre la méthamphétamine, l'ice. Je serai moi-même vigilante en lien avec le ministre de l'Intérieur pour qu'il soit rapidement déployé en actions concrètes, effectives, pour protéger nos compatriotes de la Polynésie. Ces moyens supplémentaires sont attendus sur le terrain où les acteurs de la prévention et de la répression font face à une réalité chiffrée. Pour Charles Renvoyé de la Fédération de lutte contre les drogues, il y a urgence. Pour la Fédération, c'est qu'il y ait vraiment un centre de sevrage. Le centre là, qui a été inauguré, c'est bien. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'utilise toujours pas. Apparemment, il n'y a pas le personnel qualifié pour. En janvier à aujourd'hui où on discute, on est à plus de 185 interventions. Sur les 185 interventions, plus de la moitié étaient des cas suicidaires. Il est important d'investir encore, qu'il y ait plus de moyens humainement parlant, qu'il faut renforcer encore les douaniers, tout ça, la gendarmerie, la PM. On peut attraper 8 tonnes, mais ça circule comme bonbons ici, comme des petits pains, ça se vend comme des petits pains. Ce déblocage de crédit doit également permettre la création d'un poste supplémentaire au CIVEN pour l'indemnisation des victimes du nucléaire. Un second dossier sur lequel le gouvernement s'est engagé à agir prochainement.
Nous vous l'annoncions dans nos précédentes éditions. C'est le point d'orgue de 6 mois d'hommage. La journée commémorative pour célébrer les 80 ans du retour des Tamaris volontaires sur leur terre natale, c'était aujourd'hui à Papeete. Une journée pour honorer la mémoire de ces soldats, transmettre leur histoire, leur courage et leur engagement. La cérémonie a débuté à 15h au parc Paufey avec l'arrivée de Va'a et la transmission du fanion du bataillon du Pacifique, puis un défilé avenue Pouvana à Oopa et un temps d'hommage en souvenir des 300 Tamaris volontaires qui ont combattu pour la France libre. On rejoint Mike Liral et Tohiti Tonua-Moussane au cœur des célébrations. Mike Liral, bonsoir. 8 décennies plus tard, les jeunes générations se sentent-elles concernées par cette page de notre histoire? Eh bien, on peut dire que oui, Athéna, puisque parmi les centaines, voire les milliers de personnes qui ont été présentes cet après-midi, eh bien, il n'y avait pas que des anciens combattants. Je vous rappelle que les Tamaris volontaires, eux, sont tous décédés, mais il y a des anciens combattants qui survivent, bien sûr, qui viennent d'autres conflits. Mais il y a eu de nombreuses familles, des descendants de ces 300 Tamaris volontaires, puisqu'on sait que beaucoup d'entre eux ont été prolifiques et ont une large descendance. Et parmi cette descendance, eh bien, il y a Tepuanusno, qui est donc le petit-fils d'un Tamari volontaire. Et Tepuanusno, vous avez une anecdote particulière à nous raconter, puisque selon ce Tamari volontaire, eh bien, la langue tahitienne a eu une influence particulière au cours de la guerre. Oui, merci Mike de me permettre de partager avec toute la Polynésie cette histoire, cette anecdote qui relève aujourd'hui du devoir de mémoire. Alors oui, mon grand-père s'appelle André Snow et avec son collègue opérateur radio, Jean Tuneau, ils ont permis de sauver tout le bataillon du Pacifique en juin 1942, parce que le bataillon était alors à Rotonda, qui se trouve à peu près à une vingtaine de kilomètres de Birakem. Le général Koenig a ordonné donc au colonel Broch de s'exfiltrer de Rotonda pour revenir sur Birakem, et la communication s'est faite en tahitien. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les ennemis étaient sur la fréquence sur laquelle les Polynésiens s'exprimaient, et le seul moyen pour ne pas que eh bien, les ennemis comprennent ce qu'ils se disent, ils ont fait cette communication en tahitien, et ça a été à eux, dépêchez-vous de rentrer, parce qu'il fallait à tout prix que... Ils sont sortis quasiment in extremis, on va dire, de Rotonda pour rejoindre Birakem, où se trouvait le général Koenig. Sinon, c'était les Italiens qui les tuaient. Sinon, ils allaient tous mourir, effectivement. Donc cette histoire, ça n'est plus une histoire de famille, mais c'est une histoire qui appartient à la Polynésie, mais à la France également, parce que aujourd'hui on célèbre les 80 ans des Tamaris volontaires. C'est mon grand-père, ce sont les parents et les grands-parents d'autres personnes de descendants qui sont ce soir présents. Et puis c'est une histoire que l'on ne doit pas oublier. Je crois que le devoir de mémoire est important. Et puis en plus, c'est quelque chose d'assez particulier pour votre famille, puisque le 5 mai, c'est une date aussi particulière. Oui, le 5 mai est aujourd'hui la date d'anniversaire, la date de naissance de mon grand-père. Donc c'est vrai que j'ai une pensée très très affectueuse et je penserai fort à lui ce soir. Alors on le dit avec le sourire, mais il y a aussi une histoire tragique, parce que votre grand-père, il n'est pas compté dans les morts de la guerre, et pourtant il est décédé des suites de la guerre finalement. Il est décédé des suites de la guerre, comme beaucoup. Et puis à l'époque, vous saviez, il n'y avait pas toute la prise en charge psychologique. Il y a évidemment les blessures physiques, mais il y a surtout les blessures morales, psychologiques, qui l'ont détruit malheureusement, et il est parti alors que mon père n'avait qu'1 an. C'était en 1948, hein, juste après la guerre. Oui, c'était peu de temps après. Et voilà, et combien d'autres familles, en fait, de Tamaris volontaires ont subi. On a tous un petit peu, la vice-présidente tout à l'heure parlait de son père qui est rentré de la guerre sans un bras, avec un seul bras. Voilà, on a tous un peu, on porte finalement les douleurs de la guerre. Et c'est pour ça que ce sont des guerres que l'on sent au plus profond de nous-mêmes. Eh bien, merci Tepuanusno pour ce témoignage, qui est évidemment celui d'un descendant, mais il y en a de nombreux autres qui sont ici. Et une anecdote qui a été racontée par Jean-Christophe Chigotomi, quelque chose que nous ne savions peut-être pas, nous qui sommes évidemment beaucoup plus jeunes, c'est qu'il y a 6 Polynésiens qui ont participé aux 2 guerres mondiales. C'est-à-dire qu'ils étaient des poilus tahitiens à la Première Guerre mondiale, et malgré les atrocités qu'ils ont vécues, ils ont choisi de se réengager pour le second conflit. C'est dire à quel point ils étaient patriotes. Voilà ce qu'on pouvait dire depuis ces cérémonies qui se poursuivent jusqu'à 20h30 ici au parc de Paufey, si vous voulez nous rejoindre ici. Merci Mike Liral pour ce rappel historique. Merci également à Tohiti Tonua-Moussane derrière la caméra. Hommage également demain à Papen'o, à Teri'iro'o et Ter'ei, figure tahitienne de la France libre et compagnon de la libération. En amont de cette cérémonie mémorielle, des élèves de CM1 et CM2 du groupe scolaire Mamu Urari Manu ont embarqué ce matin à bord du patrouilleur qui porte son nom.
Au large de Papeete, ils ont découvert les missions du navire et échangé avec les marins qu'ils retrouveront demain pour la commémoration. Reportage de Thomas Chabrol. Ils n'ont pas tous le pied marin, mais en montant à bord du patrouilleur, ces élèves ont hâte de rencontrer l'équipage et découvrir les missions de la Marine nationale en Polynésie. Cette sortie en mer s'intègre à un projet éducatif. Ces élèves de Papeno prolongeront cette expérience demain par un moment de recueillement sur la tombe de Teriero'o à Teriero'o Iterei, chef du district de Papeno et figure tahitienne de la France libre. C'était l'ancien Havana de Papeno. Dans le programme, on parle justement de la Seconde Guerre mondiale. Et par rapport à cet événement, donc on a fait le lien avec Teriero à Teriero Iterei, ce grand monsieur. Donc ça a été l'occasion pour nous enseignants de faire le lien avec ce personnage-là, l'histoire et l'armée. Cette approche pédagogique vise à éveiller le sens civique des élèves. La visite à bord est une opportunité. Le bâtiment revient tout juste d'une mission d'un mois au Tuamotu. On a pu faire de la police des pêches. Mais également de la reconnaissance d'atoll pour préparer la réponse des forces armées du Pacifique en cas de catastrophe naturelle. Donc typiquement faire de la reconnaissance pour savoir où on peut livrer du matériel, proposer notre aide à la population, etc. Donc voilà les deux volets de la mission qu'on vient d'effectuer. Pour comprendre la vie à bord et les missions, les élèves ont visité la passerelle au plus près du commandant. Ils ont aussi découvert les systèmes de surveillance et d'armement ou de lutte anti-feu. Le long des coursives, c'est une immersion au cœur du patrouilleur. Ils essaient à nous protéger du danger. Des fois, ils s'entraînent à secourir. Ce projet éducatif s'est construit autour des valeurs de l'apprentissage, de la mémoire et de la citoyenneté. Le patrouilleur ouvrira également ses portes au grand public le 8 mai, à l'occasion de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On reprend le large dans ce journal avec peut-être de quoi ouvrir l'appétit des amateurs de fruits de mer. Les jeunes de la maison familiale rurale de Taha'a ont récolté le fruit d'un processus engagé il y a 1 an, leur première huître locale. Avec l'espoir qu'un jour elle régale les papiers sur l'île Vanille, reportage de Punuatoti et Hinati Amare. Loin de l'école classique, la MFR de Taha'a accueille une trentaine d'élèves venus apprendre autrement. Ici, la formation passe avant tout par la pratique et le terrain. Culture du taro, entretien du potager et gestion du poulailler. Les élèves participent chaque semaine à la vie du domaine et découvrent concrètement les réalités agricoles. Pour Tutapu, apprendre en pratiquant rend les choses plus simples. Nous les nourrissons matin, midi, soir et nous ramassons les œufs matin, midi et soir. Le matin avant qu'on mange, le midi aussi avant qu'on mange et le soir pareil. La nouveauté de l'année, le projet TIO. Depuis mars 2025, les élèves se lancent dans la production d'huîtres locales, une première pour l'établissement. Aujourd'hui, ils passent au tri des huîtres potentiellement commercialisables après plusieurs mois de travail. À 3 km du centre, en zone lagonaire, les élèves entretiennent également les installations. Objectif d'ici la fin de l'année, produire une dizaine de kilos. À terme, ces huîtres made in Taha'a pourraient bien trouver leur place sur les tables de l'île Vanille. Et n'oubliez pas le focus sur l'actualité des îles, c'est aussi dans Firimoto, un samedi sur 2 sur TNTV. Prochaine édition ce samedi à 17h30. Mais avant, vos rendez-vous de ce soir. Juste après ce journal, retrouvez Ramzi Malouki dans un ciné-nuit spécial Le Diable s'habille en Prada 2. Du glamour qui laissera place à l'aventure brute de Koh-Lanta. Et enfin, votre série MacGyver. Excellente soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.